Bonjour Men, une émission qui se concentre sur l'actualité des immigrés et des communautés hautes dans le Maine, parfaite au micro. Le chemin à parcourir, ce serait une réussite. C'est le genre de commentaire de la part de la communauté du Maine à la suite du dévoilement officiel d'un rapport soutenant la création d'un bureau des nouveaux Américains dans l'État par la gouverneure Janet Mills. Bonjour Maine vous présentera les différents points de vue des membres de la communauté du Maine. Prosperity Maine, avec des bureaux à Portland et à Lewiston, envisage de développer des logements comme moyen de contribuer à réduire le déficit des logements. Dans le domaine sportif, le nombre d'équipes nationales africaines en compétition en Côte d'Ivoire pour tenter de remporter le championnat continental de la Coupe des Nations se réduit alors qu'on avance vers la finale. Et restez à l'écoute pour obtenir des conseils sur la gestion des finances en Amérique. Détails après la pause. This program is sponsored by Maine Humanities Council, a statewide nonprofit that uses books, poetry, and big ideas to bring people together to discuss issues of importance. Maine Humanities Council offers facilitated discussion projects, speaker events, grant funding, and more. Maine Humanities Council would love to work with you to bring programming into your organization and your community. Please visit mainehumanities.org to learn more. La gouverneure Janet Mills a publié son plan tant attendu pour un bureau des nouveaux Américains ONA au sein du gouvernement de l'État, un bureau qui sera chargé d'intégrer les nouveaux Mainers dans les communautés et l'économie de l'État. Lors d'une conférence de presse le 19 janvier, des défenseurs des immigrants, des propriétaires d'entreprises et des dirigeants municipaux et régionaux se sont joints à Mills. Dans le cadre de ce plan, l'ONA serait chargé d'accueillir et de soutenir des immigrants afin de renforcer la main-d'œuvre du Maine, d'améliorer le dynamisme des communautés du Maine et de bâtir une économie forte et inclusive. Comme le note le plan, le Maine a l'un des taux de croissance économique les plus rapides du pays selon les données du Bureau of Economic Analysis des États-Unis, mais l'économie croît plus rapidement que la main-d'œuvre de l'État. Le sénateur républicain Bennett considère ce bureau comme un moyen d'aider les zones rurales du Maine qui ont cruellement besoin de personnel professionnel. We have a shrinking workforce. Help wanted signs are everywhere. Dans l'American Route, une compagnie sise à Westbrook a témoigné en faveur des immigrés. L'entreprise a été à l'avant-garde de la production des équipements de la protection des agents médicaux pendant la pandémie de COVID-19, grâce à l'aide des immigrants. Quant aux futures étapes, cette institution doit passer et être approuvée par le Sénat et la Chambre des députés et enfin recevoir la signature de la gouverneure différente. Agent continue de témoigner à Augusta en faveur de son rôle et nos collègues Ernest Germain et Magdalene se sont rendus à Augusta. Reportage. Claude Gouagange, membre conseiller en mairie de la ville Westbrook, Maine, directeur du centre Prosperity Maine, nous dit l'importance du bureau chargé de nouveaux immigrants à Maine. Il était au micro d'Ernest Ndaïsaba en langue kinyamulenge, traduit en français pour Bonjour Maine à Mojambo Africa. Les raisons qui font que le bureau des immigrants soit nécessaire, c'est que pour un nouvel arrivant qui ne sait pas comment s'intégrer dans cette communauté, rencontre beaucoup de contraintes. Même les associations qui aident ces immigrants comme Prosperity, ILAP, Hope Housing et d'autres n'ont pas de moyens suffisants pour leur venir en aide et n'ont pas même les possibilités d'aller plaider pour eux au niveau de l'État et au niveau fédéral. Alors, le bureau des immigrants facilitera les ONG qui travaillent pour les nouveaux immigrants, que ce soit au niveau de l'État et fédéral, en cherchant des fonds pour leur permettre de continuer à fonctionner. C'est très important. Certaines personnes se disent que le bureau serait pour les immigrants seulement, mais ceux qui en bénéficieront sont les gens qui y habitent, car ce sont eux qui ont de business et sont dans le besoin d'avoir des fonds. Le rôle des migrants quant à l'économie et d'autres besoins. Je l'ai dit, premièrement, c'est travailler pour eux. Et puis encore, ils créent leurs propres emplois. Pour moi, par exemple, j'ai une agence que j'ai créée qui a environ 20 employés. Certains sont des Américains et d'autres de nouveaux immigrants. Alors,
nous créons de l'emploi et pour les Américains et pour les immigrants. Nous payons les taxes, nous achetons des maisons, des voitures, nous achetons chez eux de la nourriture à manger. Avant que les immigrants n'arrivent, par exemple, j'ai tenu un atelier à Lewiston et j'ai demandé aux gens comment était la situation avant que les immigrants somaliens n'arrivent. Leurs maisons étaient vides d'hommes. Les buildings commençaient à tomber et inoccupés. Mais pour le moment, tous les bâtiments sont habités. Alors, des gens commencent à sembler ignorer et se disent que cela est pour les immigrants illégaux. Ils le font exprès. C'est comme ceux qui se demandaient s'ils ont rencontré des demandeurs d'asile. Ils ne les ont pas rencontrés. Ils sont ancrés aux idées des républicains qui n'acceptent pas les immigrants. Ils ne considèrent pas l'importance des migrants. Cet État ne peut pas se passer des immigrants qui arrivent pour travailler. Je vous dis la vérité. Il en a besoin, il a besoin des personnes, il a besoin des travailleurs. Quelles sont les contraintes auxquelles font face les nouveaux immigrants ici en Amérique? Première contrainte à laquelle ils font face, la langue. Plusieurs arrivent sans connaître la langue. Deuxième contrainte, savoir comment constituer le dossier d'immigration. Troisièmement, faire de sorte que quelqu'un qui, dans son passé, n'a pas les connaissances de la langue, sache où trouver de l'emploi, puisque même si tu es diplômé, sans les capacités de parler la langue d'ici et sans référence, il est difficile d'avoir de l'emploi. 4. Pour que tu aies où habiter, que tu aies une maison à louer, sans historique de crédit bancaire, sans moyens financiers, à dépendre des autres pour vivre. Donc, il y a plusieurs contraintes auxquelles les immigrants font face. D'où le bureau pour de nouveaux immigrants collaborerait étroitement avec les agences qui œuvrent pour l'intégration des nouveaux immigrants. Quels conseils vous donnez aux nouveaux immigrants pour y vivre mieux? Pour qu'ils y vivent mieux, il faut qu'ils évitent les informations de la rue, qu'ils contactent les agences et les personnes responsables qui savent comment ça se fait. Des fois, ils prennent pour vrai les informations de la rue et ça les cause des ennuis. Alors, contactez les personnes en charge de l'immigration dans leurs services, allez chez les agences en rapport avec l'habitat pour l'orientation et surtout éviter les informations de la rue. Autre chose, dès que tu es arrivé ici, libère-toi des zones de contact confinées. Si tu es Rwandais, Munyamulenge ou Congolais, si tu es Burundais, ne pense pas que tu dois rester là-bas. Tu as intérêt à rencontrer les autres. C'est ça l'intégration dont nous parlons. Si tu restes seulement avec les immigrants de même provenance, tu seras peu. Seaport Credit Union, une des institutions financières qui collabore étroitement avec les immigrants pour épargne, pour retrait, est prêt en dollars à présenter l'intérêt d'établir un bureau chargé de nouveaux immigrants à Maine pour disponibilité d'un budget d'appui à l'encadrement et orientation sur le système de fonctionnement bancaire en Amérique, car il est différent des pays d'origine des immigrants. Le point avec Honorine Wichema, cadre d'un Seaport Credit Union, au micro d'Ernest Nesaba et Moucho Germain pour Amajambo Afrique. Son premier rôle pour une personne qui arrive ici, c'est de lui montrer comment fonctionnent les banques. Le système bancaire d'ici est différent du système bancaire d'Afrique. Arriver ici, ça les complique trop. S'ils ne reçoivent pas d'encadrement pour qu'ils sachent comment fonctionnent les banques ou qu'ils visitent les banques, ça les complique une fois qu'ils ont contracté des crédits et qu'ils n'arrivent pas à les rembourser à temps. Et les problèmes s'accumulent. Et dans ce pays, le crédit est ce qui te permet de vivre et arriver à beaucoup de choses. Une fois que le bureau serait accepté, Seaport ou d'autres institutions financières, quelles sont les activités d'affaires? Il y a beaucoup de choses à réaliser. Et ce qui nous a motivés de venir ici, c'est de pouvoir y inclure le programme d'encadrement, ce qui est en rapport avec la finance, et puis octroyer le budget qui facilitera les agences qui travaillent avec les immigrants. Les agences existent, mais elles n'ont pas les moyens de les encadrer ou leur permettre le transport dans des centres de formation. Donc, une fois que le bureau existe et que le fonds de fonctionnement est disponible, ça pourra démarrer. Les gens continuent à arriver sans qu'il y ait un budget prévu pour eux. Quel impact? Justement, une fois que le bureau est établi, il y aura un budget. Je trouve qu'il n'y a pas du mal à ce que le budget soit réparti aux agences qui travaillent avec les nouveaux immigrants. Si la majorité accepte l'établissement du bureau, le budget sera disponible.
aussi dans le domaine de l'intégration des nouveaux Américains. Bonjour, Mena parler à Axel Samuntu, docteur depuis le Congo. Il nous parle sur un projet qui est en cours, où on est en train de voir comment les docteurs qui n'ont pas étudié en Amérique peuvent pratiquer dans le domaine. Bien, merci beaucoup, Monsieur Jean. Je suis médecin congolais vivant aux États-Unis d'Amérique et dans l'État de Maine, précisément dans la ville de Lewiston. J'aimerais d'abord rappeler les faits, comment tout a commencé. Il y a eu un groupe de médecins congolais où je suis en train de prendre le leadership, où j'ai le leadership, et puis on a commencé notre mouvement avec l'aide d'une dame qui s'appelle Sally Sutton et une représentante de la ville de Lewiston où j'ai vis. Elle s'appelle Christine Cloutier. Alors, elle a écrit une proposition de loi, comme elle est députée nationale de l'État de Maine. Alors, elle a introduit cette loi. Cette loi s'appelle le LD 937. Alors, cette proposition de loi, l'intitulé, c'est une résolution pour établir la commission pour étudier les cas des médecins qui vivent aux États-Unis, précisément dans l'État de Maine. Alors, après avoir introduit cette loi, ils l'ont étudiée. Elle a été introduite en procédure d'urgence. Après cette procédure d'urgence, on nous a fait appel pour nous entendre. C'est ce qu'on appelle le public hearing. Nous l'avions fait, c'était le 21 mars 2023. Après le 21 mars 2023, quand ils ont terminé de nous attendre, c'était au niveau de la commission qui a été établie, la commission, ce qu'on appelle Health Coverage Insurance and Financial Service. En français, je ne sais pas comment on va dire. Couverture santé, assurance et finances. Alors, quand on a fait part, nous avions parlé, nous avions présenté nos problèmes, on était plusieurs médecins et il fallait que le bill puisse maintenant passer. Du 21 mars, on a fait passer le bill à la chambre basse, à la commission de la chambre basse. C'était le 30 mai 2023, c'est-à-dire 2 mois après qu'on a vraiment accepté que le bill puisse passer. Et c'est parti au Sénat. Pas ça quitter la Chambre de représentation, c'est parti au Sénat. Et au Sénat, on a eu encore à attendre 2 mois, c'est-à-dire aux alentours du 6 mars que cela a été passé. Cette proposition de loi est passée au Sénat. Mais entre tout ce temps-là, il y a eu des amendements, des améliorations, afin que toutes ces histoires-là soient faites. Le 7 juillet 2023, nous avons reçu la signature du gouverneur. Ça, c'est un peu au niveau du processus. Et la finalisation de la recommandation a été faite. Après qu'on ait terminé, la commission est établie, la proposition de loi a été faite. Maintenant, nous sommes au niveau où on doit maintenant présenter une loi. Parce que ça doit être maintenant écrit dans le marbre pour que ça devienne une loi. Et quand je vous parle présentement, dans 1 heure du temps, aujourd'hui, le 6 février, nous allons passer devant la commission parlementaire où on va maintenant présenter ce bill-là. C'est-à-dire, la commission présente pour que ça devienne un bill. Et après cela, nous allons continuer avec le processus. C'est un long chemin, mais nous avons la foi que ça va arriver. Ça, c'est un peu d'une manière succincte. Disons, qu'est-ce qui est enveloppé dans la loi? Donc, l'objectif principal, c'est quoi dans cette loi? L'objectif principal dans la loi, c'est que on cherche à enlever les barrières. Parce que vous savez, quand vous êtes médecin étranger, vous venez aux États-Unis d'Amérique, quel que soit votre pays d'origine, quelles que soient vos formations, vous devez recommencer par faire l'équivalence de vos diplômes. Après l'équivalence de vos diplômes, vous devez traduire tous vos documents en anglais. Après la traduction, vous devez les envoyer au ICFMH qui est à Philadelphie, le siège, pour savoir si votre école de médecine a été reconnue. Après cela, vous devez commencer les steps, les examens des USMLE, les United States Medical Exam and Licensing. Quand vous faites ces examens-là, il y a le step 1, 2, 3. Après avoir terminé ces 3 étapes-là, vous devez maintenant passer à ce qu'on appelle le matching. Vous devez écrire une lettre pour demander les stages à une des universités. OK? Et à une des universités que vous devez demander comme clinique universitaire, on doit vous accepter. Maintenant, les conditions sont celles-ci. Prenons un exemple pour moi. J'ai terminé mes études théoriques de médecine, c'était en 2014. Il fallait faire le stage de résidency. J'ai fait mes stages de résidency et j'ai terminé. À dater du jour où j'ai terminé, regardez quand j'ai terminé les cours théoriques, c'était en 2014-2015. Jusqu'à aujourd'hui, c'est presque 9 ans.
Vous voyez? Ouais. Et pour être admis, on cherche une personne qui vient de terminer les études fraîchement il y a 5 ans. Déjà, c'est la première barrière. Je suis exclu. Malgré que je suis médecin, j'ai toutes les compétences requises, les expériences professionnelles. Je suis exclu du cursus. Deux, on vous demande pour toute personne qui vient, vous savez, le monde, il y a plusieurs langues on parle. On vous demande que vous ayez un anglais professionnel, c'est-à-dire l'anglais où vous êtes capable de diverser avec le malade. Ça, c'est pas un problème, c'est obligé, il faut. Mais combien de temps une personne peut prendre pour étudier cette langue? Deux, troisième problème, c'est un problème financier. Tu peux avoir requis toutes les conditions, mais est-ce que tu auras les finances nécessaires pour supporter ta maison, pour faire les études en médecine? Pas des études en médecine, des études à full time. Quatre, il y a beaucoup de problèmes qui en suivent. Alors, tout ça sont vraiment les grandes barrières. Alors, pour enlever ces barrières, on est vraiment prêt à négocier, voir qu'est-ce qu'on peut enlever, qu'est-ce qui est essentiel pour maintenir les soins de qualité dans notre état de Maine. Parce que le problème de la pratique en médecine, c'est donner les soins de qualité. Et pour donner les soins de qualité, il faut avoir une main experte. Et l'expertise, nous l'avons déjà. Je me demande si les docteurs, est-ce qu'ils sont en grand nombre, est-ce qu'ils sont prêts pour sauter sur cette opportunité? Nombre de médecins, sans vous mentir, ils sont en grande quantité. Si vous partez par exemple sur le site gouvernemental du House State of Maine, vous allez voir le nombre de médecins qui ont accepté de témoigner. À part cela, il y a d'autres qui ne sont pas encore, qui n'ont pas, parce qu'on ne veut pas témoigner tous le même jour. Il fallait avoir une poignée de gens. Et nous sommes nombreux. Ça, je peux, sans vous mentir, nous sommes nombreux et puis de différentes nationalités, de toutes les parties du monde. Parce que aux États-Unis, à part les médecins canadiens qui peuvent appliquer la médecine ici, quel que soit le médecin d'où tu viens, que tu viennes de l'Angleterre, que tu viennes de la France, que tu viennes de la Suisse, que tu viennes de l'Afrique du Sud, du Congo, ou bien que tu viennes du Maroc, que tu viennes de l'Irak ou de l'Afghanistan, même si tu viens de la Chine, quand tu viens ici aux États-Unis, d'abord tu remets tout à plat. On doit d'abord être sûr que tu viens d'une université accréditée d'abord par le système américain et après, tu es capable d'exercer. Et s'il faut chercher les nombres des médecins, ils sont nombreux et ils peuvent pallier le problème. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez, quand vous partez à l'hôpital, pour prendre un rendez-vous avec un médecin, on peut vous renvoyer à 6 mois, une année. Or, nous avions sur place des médecins. Nous avions sur place le nécessaire. Nous avions sur place l'expertise. Il suffit juste de voir dans quelle proportion on peut les intégrer dans le système éducatif ou bien dans le système, dans la main-d'œuvre américaine, afin qu'ils puissent faire le job. Ils sont prêts, comme je vous l'ai dit, et ils sont prêts à faire le travail. Vu les démarches à suivre, vous pensez que cette loi sera promulguée quand? En ce que je sache, vu la célérité que les histoires ont prise, du temps où nous avions commencé le processus du bill jusqu'aujourd'hui, on est presque à 11 mois. Vous voyez? Ça dit quand même, ça a évolué parce qu'on avait commencé ce combat il y a longtemps. Il y a des amis avec qui nous avions commencé qui ont migré même dans d'autres États. Mais comme nous étions toujours tenaces et nous sommes parmi ces gens-là qui appartiennent à la race de Never Give Up, on ne peut jamais laisser abandonner. Nous irons jusqu'à la fin, jusqu'à ce que nous allons appliquer. Que cela n'empêche, moi je travaille pour une organisation internationale, MCD Global Health, qui est en santé publique. En même temps, je suis étudiant à l'université de Saffolman, j'ai fait mon master en santé publique. C'est-à-dire, on ne peut pas abandonner ce que nous avions déjà, mais on peut aussi ajouter un plus. J'ai vu dans le projet là, il y a, là où on dit 2 ans, quand on dit financement, et puis est-ce que vous pensez que ça suffit? C'est bon pour aider les gens à faire le catch-up? Oui, parce que lorsqu'on mesure, la médecine, c'est l'art d'abord. La médecine, c'est l'art. La médecine, c'est pas quelque chose où il faut que tu puisses plus lire et écrire. Il suffit seulement de voir la pratique parce que tu as déjà les prérequis, tu te jettes dans le bain et c'est facile. 2 ans, ça suffit parce que même beaucoup de residency, le minimum, c'est 2 ans. Mais quand tu as déjà fait ton residency, parce que le residency, nous l'avions fait, tu es en contact avec les malades, les malades. Et si on veut encore appliquer ici, c'est très facile pour nous. Une fois en contact avec le malade, 2 ans de routine, même chose pendant 2 ans, tu t'adaptes. Et puis, comme la médecine, c'est l'art, on peut toujours refaire l'art de guérir. Je pense que c'est compréhensible. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est la peur qui est derrière
les démarches qu'on voit. Donc, pourquoi les gens sont opérés? Pourquoi il y a ce protectionnisme que je dirais qui fait que l'Amérique ne libère pas le marché des docteurs? Donc, la- pour laisser les gens pratiquer, je ne comprends jamais ce protectionnisme-là, où il y a cette peur derrière. Sincèrement, le domaine de la santé, ça a toujours été, on peut dire, l'épine dorsale des nations. Parce que si la nation souffre, la nation cesse d'exister parce que la maladie emporte. La maladie, la finalité de la maladie, c'est la mort. La maladie peut emporter. Alors, vu la qualité de soins de santé que chaque pays administre, parce que par rapport à chaque pays, ils vont te dire notre soin de qualité, nos services de santé sont les meilleurs. Alors, il faut protéger. C'est comme le secret de la bombe atomique. Qui va la révéler? Qui va la mettre sur la place publique? Personne. C'est ça aussi avec la santé. Avec la santé, ne blague pas. La personne a une seule vie. Moindre erreur, la personne meurt. Et quand elle meurt, c'est fini. Tandis que les autres, si tu as des papiers, tu peux raturer, réécrire, tu peux chercher d'autres papiers. Mais la vie, elle est unique. Elle est en une seule exemplaire. C'est-à-dire, un seul exemplaire plutôt. Quand tu la rates, c'est fini. C'est pourquoi on tient fort à la santé. Il faut se mettre sûr. C'est-à-dire, être sûr que les soins seront admis selon les standards internationaux. L'OMS en a prescrit et puis on doit que les suivre. C'est ça. Donc, cette peur est justifiée. La peur, elle est justifiée. Même si tu es arrivé dans n'importe quel pays, tu vas dire médecin, oui, on fait les équivalences, oui, mais on doit tester tes connaissances, on doit être sûr que tu connais ce que tu dis. La peur, elle est justifiée, mais que la peur ne puisse pas hanter les gens. C'est ce que je veux dire. Dans le domaine sportif, le nombre d'équipes nationales africaines en compétition en Côte d'Ivoire pour tenter de remporter le championnat continental se réduit. Et ce mercredi, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et l'Afrique du Sud se disputent pour arriver dans la finale qui se joue dimanche le 11 février. Amdjambo vous donne quelques conseils pour vous aider à naviguer dans la vie dans le Maine. Écoutez. Saviez-vous les avantages et inconvénients de la co-signature d'un prêt? Le crédit est la possibilité d'emprunter de l'argent pour accéder à des biens ou à des services, étant entendu que l'emprunteur remboursera l'argent plus tard. Les coopératives de crédit, les banques et les autres prêteurs accordent des crédits aux personnes qui souhaitent obtenir quelque chose, mais qui ne peuvent ou ne veulent pas payer pour le moment. Avant d'accorder un crédit ou de permettre à quelqu'un d'emprunter de l'argent, les prêteurs déterminent la solvabilité de l'emprunteur, c'est-à-dire la probabilité qu'il rembourse l'argent en totalité et à temps. La solvabilité est représentée par un score de crédit, qui est un nombre compris entre 300 et 850. Plus le score est élevé, meilleure est la solvabilité. Lorsqu'une personne a une mauvaise cote de crédit, elle peut avoir des difficultés à obtenir un prêt ou être confrontée à un taux d'intérêt plus élevé si elle obtient un prêt. En d'autres termes, elle peut avoir à payer un montant plus élevé pour avoir le privilège d'emprunter de l'argent. Si une personne n'a pas une bonne cote de crédit pour obtenir un prêt d'une institution financière ou un taux d'intérêt favorable, l'emprunteur peut faire appel à un co-signataire. Qu'est-ce qu'un co-signataire? Un co-signataire est une personne qui accepte de partager la responsabilité d'un prêt avec un emprunteur. Souvent, parce que l'emprunteur principal ne pourrait pas obtenir un prêt seul ou parce qu'il n'est admissible qu'à un prêt à taux d'intérêt élevé. Essentiellement, un co-signataire est une personne qui promet de rembourser la dette si l'emprunteur principal ne le fait pas. Le co-signataire est également responsable du remboursement de la dette. Quels sont les avantages et les inconvénients de la co-signature? En général, l'avantage pour un co-signataire est d'aider une personne. La co-signature peut aider les jeunes emprunteurs à démarrer dans la vie, aider les nouveaux arrivants à prendre pied ou aider quelqu'un à rétablir son crédit après avoir traversé une période difficile. La co-signature peut permettre à quelqu'un d'acheter sa première maison, d'acquérir un véhicule,
pour se rendre au travail, ou même de refinancer une dette existante à un taux plus abordable. Si le prêteur principal effectue ses paiements dans les intégralités et attend, la consignature peut avoir un impact positif sur la cote de crédit. Le prêt peut également améliorer la solvabilité du consignataire, ce qui peut également conduire à une augmentation de sa cote de crédit. Désormais, il y a aussi des inconvénients. Si l'emprunteur principal n'effectue pas ses paiements ou les effectue en retard, cela peut avoir un impact négatif sur la cote de crédit du consignataire. Le consignataire doit être en contact régulier avec l'emprunteur principal pour s'assurer qu'ils ont un plan pour effectuer les paiements à temps. Si le consignataire doit prendre en charge les paiements du prêt parce que l'emprunteur principal n'est pas en mesure de remplir ses obligations légales, parce que son crédit est affecté par des paiements manqués ou en retard, sa relation personnelle avec l'emprunteur principal peut devenir tendue. Même si les paiements sont effectués, le fait de devoir surveiller ses propres obligations financières, en plus de celles de quelqu'un d'autre, peut devenir épuisant et stressant. Le consignataire n'a généralement aucun contrôle sur le compte. Il peut ne pas recevoir des relevés ou des mises à jour sur le temps du prêt et doit s'en remettre à l'emprunteur pour obtenir ces informations. En fin de compte, un consignataire peut aider des amis et des proches à obtenir un crédit qu'il ne pourrait pas obtenir seul. Toutefois, le consignataire assume la même responsabilité financière que l'emprunteur principal. Il est donc essentiel de peser le pour et le contre avant de signer quoi que ce soit. Et voilà, nous sommes à la fin de cette émission et nous vous remercions sincèrement de nous avoir prêté une oreille attentive. Avez-vous une histoire pertinente dans la communauté? Appelez-nous ou envoyez un message à amjambafrica@gmail.com. Parfait au micro, je vous invite à la prochaine émission. Prenez soin de vous.